Pour ce cours-là, on va voir la sémiologie pneumologique. Donc là, ça va être, je pense, beaucoup plus léger que la cardiologie ou la neurologie. Ça va être assez rapide. Je vais passer, je pense, assez vite parce que c'est pas très compliqué. Il y a moins de choses. Du coup, là, on part, c'est pareil, sur la fiche résumée et on va voir toute cette partie-là, la pneumologie. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors, du coup, l'examen respiratoire. Donc, le plan, ça va être, on va faire comme en cardiologie, on va voir l'interrogatoire et là, on va prendre particulièrement la dyspnée. Ensuite, on va faire aussi l'examen sémiologique de pneumologie et ensuite, on verra quelques syndromes à la fin. Donc, pour l'interrogatoire, je vous ai dit la dyspnée, mais avant de passer à la dyspnée, on va voir les signes fonctionnels de pneumologie, c'est-à-dire euh, quand les patients arrivent aux urgences ou dans un autre service, pour quels symptômes ils ont en général. Donc, ils vont se plaindre de tout, de dyspnée ou d'hémoptysie ou d'expectoration ou de douleur thoracique. Donc, vous voyez, la douleur thoracique, j'en parlais en cardio, il n'y a pas que la douleur thoracique, il n'y a pas que des causes cardiologiques, il y a aussi d'autres causes, dont des causes aussi pneumologiques. Après, l'hémoptysie, donc ça, c'est bon, quand vous crachez du sang, il y a du sang dans les poumons, donc vous allez tousser, vous allez cracher du sang. Expectoration, ça veut dire, c'est pareil, vous allez cracher. Donc, vous pouvez avoir de la toux toute simple ou de la toux avec des expectorations. Donc là, ça veut dire que vous allez tousser des glaires. Donc, maintenant, on va faire l'interrogatoire de la dyspnée, comment on fait. Donc, déjà, qu'est-ce que la dyspnée? Donc, c'est une sensation de gêne respiratoire. Il faut savoir que la dyspnée, c'est subjectif. Vous ne pouvez pas deviner en voyant un patient s'il a une dyspnée ou pas, même si en pratique, on arrive un peu à deviner, mais normalement, c'est le patient qui dit qu'il a du mal à respirer. Nous, on ne peut pas juger, savoir s'il a du mal à respirer. On va pouvoir voir si, qu'on verra tout à l'heure, il a des signes de lutte, etc. Mais vu que c'est subjectif, c'est que le patient qui peut dire j'ai du mal à respirer. Nous, normalement, on ne peut pas dire qu'il a une dyspnée. C'est le patient qui vient nous le dire. Donc, voilà la petite subtilité pour la dyspnée. Et comment on va la caractériser? Ça va être comme l'interrogatoire un peu de la céphalée en neuro et de la douleur thoracique en cardio. Mais là, on va un peu orienter par rapport à la pneumo. Mais c'est un peu tout la même chose. On va demander depuis quand ça dure. Et là, la particularité, c'est à quel temps la dyspnée s'effectue. Est-ce que ça va être au temps inspiratoire, au temps expiratoire ou aux deux, donc mixte. On va voir aussi si la dyspnée elle est liée à l'effort, elle est pendant le repos, s'il y a une position qui améliore ou qui aggrave, s'il y a une saison par exemple pour les allergies, etc. On va voir aussi le retentissement, est-ce que fonctionnel, c'est-à-dire est-ce que le patient il tolère bien ou pas sa dyspnée. Et aussi on va voir s'il a d'autres signes associés, dont tous les signes qu'on a vus tout à l'heure, plus avec de la fièvre, des frissons, est-ce qu'il a des malaises, des palpitations. On aura vu aussi normalement les questions qu'on lui aura posées au tout début. Est-ce qu'il a des antécédents? Ça, on a vu tout ça depuis les 3 premières vidéos, donc ça va vite. Pour l'examen physique, on va passer pareil par les signes vitaux. Donc ça, soit on vous les donne, soit c'est à vous de les prendre. On a vu en cardiologie un peu qu'est-ce qu'étaient les paramètres vitaux. Donc là, on va passer rapidement. On va juste savoir comment calculer la fréquence respiratoire, pardon. Ça, c'est important. Et donc ça, c'est vraiment très très simple, c'est pas très compliqué. On calcule sur 30 secondes combien de fois le patient respire. On va multiplier par 2 pour faire sur une minute. Et après, on va calculer la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, elle est rapportée à la minute. Donc là, normalement, en temps normal, on fait entre 12 et 20 respirations par minute. Si il a au-dessus de 30, en général, là, ça devient assez grave. Mais là, s'il est au-dessus de 20, c'est pas normal. Et s'il est en dessous de 10, c'est encore moins normal. Et donc là, normalement, vous pouvez vous entraîner facilement sur vous ou sur vos collègues ou votre famille. C'est pas compliqué. Ensuite, maintenant, on va retourner comme à la sémiologie au cours de P2. Qu'est-ce que la détresse respiratoire? Il y a deux catégories. Il y a les signes de lutte et les signes de faillite. Donc, les signes de lutte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le corps, là, il va essayer de, comme on dit, lutter pour réussir à se maintenir en bonne condition physique. Donc, il va déjà, premièrement, augmenter sa fréquence respiratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle une tachypnée. Tachypnée, c'est à partir d'une fréquence respiratoire supérieure à 20. 30, c'est-à-dire que ça devient assez grave. Et il va aussi avoir, par la suite, après la tachypnée, des tirages. Donc, il va avoir un tirage susternal, donc au-dessus du sternum, où on va voir les creux au-dessus des épaules. Et on peut avoir aussi des recrutements des muscles accessoires. Donc, c'est un tirage sous-sternal. Et donc là, ça va être les muscles inspiratoires qui vont s'activer
pour réussir à prendre plus d'air. Donc, ça va être le sternocléidomastoïdien, le scalène, les intercostaux, et il peut y avoir aussi les muscles abdominaux qui peuvent se contracter pour pouvoir mieux expirer l'air. Ensuite, après avoir vu les signes de lutte, on aura aussi des signes de faillite. Là, le signe de faillite, c'est le stade plus grave, parce qu'en fait, votre corps, il commence à faiblir, et donc, comme on dit, faillite, le corps, il n'arrive plus à lutter pour se maintenir en bonne condition physique. Donc là, après avoir fait tous les signes de lutte, il va fatiguer, du coup, là, il va commencer à être bradypnéique. Il n'a plus assez de force pour être en tachypnée, pour augmenter sa fréquence respiratoire. Là, il va être épuisé, et du coup, là, sa fréquence respiratoire elle va chuter. Et dès qu'elle va passer en dessous de 12-10, là, vraiment, on a quelques minutes pour agir parce que là, c'est-à-dire que dans les minutes qui suivent, il va s'arrêter. Son cœur va s'arrêter. Il peut y avoir aussi une respiration abdominale paradoxale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça, c'est le diaphragme qui est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à marcher. Et donc, en fait, dans la respiration normale, quand vous inspirez, vous avez votre ventre qui gonfle. Sauf que là, le corps est tellement épuisé qu'en fait, quand vous allez inspirer, en fait, votre abdomen, au lieu de gonfler, là, il va se creuser, il va faire une dépression, il va se déprimer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale paradoxale. Ensuite, on aura des signes de cyanose, c'est-à-dire les extrémités qui vont devenir bleues parce qu'il n'y aura plus assez d'oxygène qui va circuler dans le sang. Et on pourra avoir des signes liés à l'hypercapnie. Ça, l'hypercapnie, c'est une augmentation du CO2 dans le sang. Et ça va provoquer différents effets. Il va en avoir un astérexis ou flapping tremor, c'est la même chose, des troubles de la vigilance et de la conscience. Donc l'astérexis, en fait, c'est quand vous demandez au patient de mettre ses deux bras, je me mets sur le côté, ses deux bras comme ça, en fait, droit avec les mains qui sont relevées, en fait, ses mains, elles vont baisser comme ça. Et ça, en fait, c'est un signe d'augmentation du CO2 dans le sang, donc ce qu'on appelle hypercapnie. Ensuite, on va voir comment on ausculte les poumons. Donc ça aussi, c'est pareil, ça va être rapide. Donc il y a plusieurs points à regarder. Donc la base que tout le monde connaît, ça va être dans le dos, au niveau postérieur. Et donc là, on va devoir comparer bilatéralement et symétriquement. Donc soit on commence en haut, soit on commence en bas, comme vous voulez. Donc si on commence en haut à gauche, on va après directement aller en haut à droite. Ensuite, on va retourner au milieu à gauche, puis au milieu à droite, puis en bas à gauche, puis en bas à droite. Comme ça, on compare chaque poumon à chaque fois. On ne fait pas tout à gauche, puis tout à droite. Ça, c'est pas bon, on ne peut pas comparer. Il faut qu'on compare étage par étage. Après, ce qui est aussi important, ce qu'on oublie souvent, c'est au niveau axillaire, parce que ça peut nous permettre de voir s'il y a des atteintes au niveau du lobe moyen. Et ça, c'est très important, on l'oublie assez. Et la partie antérieure, en général, ça, on le fait pratiquement jamais. On n'entend pas très bien en général, mais vous pouvez essayer quand même de vous entraîner avec. Donc ensuite, on va voir les bruits pathologiques. Donc là, c'est pareil, si vous voulez vraiment précisément entendre tous les sons, sur YouTube, il y a des très belles vidéos, on entend tous les bruits et comme ça, vous saurez les reconnaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le murmure vésiculaire, c'est un son qui est physiologique. Tout le monde, en temps normal, a du murmure vésiculaire. Donc c'est pareil, il faudra entendre à quoi ça ressemble. Et il y a certaines pathologies où il peut être diminué, dont les pathologies que vous verrez dans le collège de pneumologie. Aussi, on peut avoir des crépitants. Donc, les crépitants, comme on vous a déjà dit, c'est comme si on marchait un peu dans la neige. Les crépitants, en fait, c'est la cause. Pourquoi on a des crépitants? C'est parce qu'en fait, on a de l'eau dans les alvéoles, de l'eau, du pus. Enfin, on a du liquide en fait dans les alvéoles. Et donc, c'est ce qui va provoquer les crépitants. À l'inverse des bronchies, on a aussi de l'eau ou des glaires, etc. Ça ne va pas être dans les alvéoles, là, par contre, mais ça va être au niveau des bronchioles et des bronches. Donc, au niveau des alvéoles, si on a du liquide, ça va faire des crépitants. Au niveau des bronchioles et des bronches, si on a du liquide, ça va faire des ronchis. Les sibilants, en fait, ça va être une constriction. Donc, il y a le calibre de l'alvéole qui va se rétrécir. Et donc, vu que ça se rétrécit, l'air, il va passer dans un tout petit tuyau et ça va faire des sibilants. Donc, ça va siffler quand on va écouter au niveau de l'auscultation. Et en dernier, on va avoir un frottement pleural. Frottement pleural, c'est quoi? C'est, si vous vous souvenez, dans le poumon, il y a un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Et des fois, entre ces deux feuillets, il peut se mettre soit de l'eau, soit de l'air. Et ça peut faire un frottement. C'est pareil, on peut entendre à l'auscultation. Ensuite, on va passer rapidement aussi à ça, à la palpation. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait assez rarement, même s'il faudrait le faire en pratique.
mais on met ses doigts, bon là, il ne met pas très bien ses doigts. En fait, il faut mettre ses doigts entre les côtes. Il faut mettre normalement ses mains un peu sur le côté, parce que là, elles sont droites. Il faut vraiment les mettre un peu sur le côté pour que les doigts aillent entre les côtes de chaque côté. On va dire aux patients de dire 33 parce que en fait, 33, c'est un chiffre où la cage thoracique résonne beaucoup plus. Et en fait, on va regarder si au niveau des deux mains, ça vibre de la même façon. Si les vibrations vocales, si c'est diminué d'un côté, c'est-à-dire que le poumon où c'est diminué, il y a un problème. Ou alors, ça peut être aussi augmenté pour certaines pathologies. Donc, on va regarder les vibrations vocales et aussi on peut regarder au niveau de la percussion. Et là, c'est pareil, on se met entre les côtes, on met sa main entre les côtes, on tape avec son autre main et là, on va voir si le son est normal ou alors si c'est plus mat, comme on dit, c'est plus grave en fait. Donc, ça, en général, quand il y a une matité, quand le bruit est plus grave que la normale, en général, c'est du liquide. Normalement, c'est du liquide. Si quand on tape, on va attendre un bruit un peu creux, plus aigu, comme s'il y avait un vide derrière, là, en fait, c'est-à-dire que au niveau des poumons, enfin, au niveau de la cage thoracique, il y a de l'air quelque part. Donc ça va nous orienter pour connaître l'étiologie de la pathologie. Et donc ça, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner sur quelqu'un que vous connaissez. Et dernièrement, donc je vous ai dit, c'est assez rapide, on va voir maintenant les syndromes respiratoires. Deux syndromes, dont le syndrome pleural. Le syndrome pleural, je vous ai dit, entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, il peut y avoir de l'eau, enfin du liquide ou de l'air. Et donc ça, quand on ausculte le syndrome pleural, il va y avoir en fait un murmure vésiculaire qui va être diminué et on pourra avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un frottement pleural. Si ça c'est à l'auscultation, à la palpation, on va avoir une diminution des vibrations vocales. Et au niveau de la percussion, si on a du liquide entre les deux plèvres, pariétale et viscérale, là on aura une matité. Alors aussi on a de l'air, là on aura un tapanisme. Donc ça, je vous ai dit, tapanisme, matité, ça va nous orienter sur l'étiologie. Et la dernière chose, la condensation, le syndrome de condensation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, dans les alvéoles, il va y avoir du liquide, du pus. Et ça, en fait, au lieu d'avoir du parenchyme pulmonaire et de l'air, là, il y aura que de la matière, entre guillemets. Il y aura le parenchyme pulmonaire, plus, au lieu d'avoir de l'air, ça va être remplacé par une autre matière. Donc là, ça va être un liquide, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la condensation. En fait, le poumon, il est condensé, du coup, il forme un bloc au lieu qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc au niveau de l'auscultation, on va avoir aussi un murmure vésiculaire diminué. Mais cette fois, comme je vous ai dit, le liquide dans les alvéoles, on aura des crépitants. On peut avoir un souffle tubaire. Donc là, c'est pareil, vous pouvez écouter sur YouTube. Ensuite, au niveau de la palpation, on va avoir cette fois une augmentation de la vibration vocale. Et à la percussion, par contre, ça sera normal. Pourquoi en fait on va avoir une augmentation des vibrations vocales? Parce que quand il y a de la matière, en fait, le son, il passe mieux à travers la matière. Si on a de l'air, le son, il passe moins bien. Si on a, comme par exemple dans l'espace, c'est du vide, il n'y a pas d'air. Donc là, il n'y a pas du tout de matière où le son peut pénétrer. Donc là, dans l'espace, on ne peut pas avoir de son. Dans l'air, le son, il passe, mais moins bien. Par contre, s'il y a de la matière, donc là, ça va être du parenchyme pulmonaire avec des glaires, etc. Bah là, le son, il va mieux passer parce que ça va mieux conduire le son. Et donc là, rapidement, voir à quoi ressemble une radio normale. En fait, il y a plusieurs critères pour savoir si une radio est normale. Donc déjà, la radio, il faut qu'elle soit debout ou assis. Comment on voit si le patient a bien été debout ou assis? En fait, là c'est la poche gastrique et là, on voit de l'air en fait. Donc l'air, logiquement, il monte. Donc là, ça veut dire que là, il y a le niveau liquidien et au-dessus, c'est de l'air. Donc là, dans la poche gastrique, on voit la poche d'air et donc ça, c'est-à-dire que le patient a bien été assis ou debout pendant sa radio. Ensuite, les autres critères, ça va être, il faut qu'on voit 7 espaces intercostales. Donc, on compte, là, on en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a minimum 7, on en a même 8. Et donc là, c'est-à-dire qu'on a aussi un bon critère. Et aussi, il faut qu'on voit les clavicules. Si on voit les clavicules, c'est-à-dire que aussi c'est un bon critère. Il faut qu'aussi, bien sûr, la radio soit bien centrée. Si elle n'est pas bien centrée, bah, la radio ne sera pas bonne. Ensuite, on va regarder s'il y a un épanchement. On va regarder les cul-de-sac pleuraux, s'il y a un épanchement ou pas. Là, on voit bien que le cul-de-sac est libre. Là, il n'y a que du parenchyme, il n'y a pas de liquide
au niveau du cul-de-sac. Pareil de l'autre côté. On va regarder la trachée, là on la voit bien, avec la carène, ça sépare en deux ici et ici. Là on a les îles pulmonaires de chaque côté, avec le cœur qui est juste derrière. Des fois on peut voir le bouton aortique qui est juste ici, là on ne voit pas très bien le bouton aortique. Et c'est à peu près tout ce qu'on regarde. On regarde aussi si on a du parenchyme qui fait bien tout le poumon, s'il n'y a pas d'air qui se met, qui pourrait être un pneumothorax. On regarde si la ligne est bien. Tac. Là, de chaque côté, on ne voit pas d'air qui s'interfère. Et c'est pareil, là, la radio, là, c'est radio de face et ça, c'est radio de profil. Donc là, on va voir quelques exemples de radio pathologiques. Alors quand on a un épanchement liquidien, bah, vous voyez, là, c'est un poumon normal. Et là, c'est un poumon où il y a plein de liquide. Donc ça peut être du pus, ça peut être plein de choses. Donc, si c'est une pneumopathie, en général, c'est du pus. Et donc, là, si on regarde le cul-de-sac, là, il est nickel, il n'y a pas de liquide. Par contre, là, on voit que bah, là, il y a plein de liquide. On ne peut pas faire comme à côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de damoiseau. Et donc, c'est-à-dire que là, il y a un épanchement pleural. Donc, là, on peut vraiment affirmer qu'il y a un épanchement pleural. Ensuite, là, on va avoir l'exemple du pneumothorax. Donc là, on voit qu'il y a un poumon qui est normal. Et là, en fait, on voit qu'il n'y a pas de parenchyme. Là, il n'y a que de l'air. Là, si vous comparez là et là, bah, là, on voit que c'est très, très clair. Il n'y a pas du tout de parenchyme pulmonaire. Et si on suit la ligne, en fait, on peut voir que, hop, en fait, le parenchyme, il commence à ce niveau-là et il remonte, il est là, il est là, il est là, il est là. Tac, il continue. Et là, je le perds un petit peu, mais je pense qu'il doit être par là. Et en fait, on voit que le poumon, il est rétracté parce que, en fait, là, il y a de l'air, c'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Et ça, au début, ça peut être assez difficile de remarquer les pneumothorax parce que là, là, les flagrants, mais des fois, c'est beaucoup plus difficile. Et vous allez vous entraîner à force de voir des radios, vous allez avoir l'œil. Mais je vous dis au début, c'est compliqué de bien savoir lire une radio. Donc là, déjà, si vous voyez le pneumothorax, c'est très bien. Et après, est-ce qu'on a une autre, voilà, on a une autre radio où là, ça va être, comme on a vu tout à l'heure, un syndrome de condensation. Donc là, ça va être, là, je pense que c'est probablement une pneumopathie. Donc c'est-à-dire que là, il y a du pus en fait qui se trouve dans les alvéoles et il n'y a pas d'épanchement pleural parce que les cul-de-sac là, ils sont libres, il n'y a pas de liquide. Par contre, là, on voit que il y a une condensation. Donc en fait, c'est du pus qui est dans le parenchyme pulmonaire qui, au niveau des alvéoles, il y a plein de pus. Là, on voit bien le bouton aortique qui est ici, qu'on voyait moins tout à l'heure. Ça, c'est l'aorte, quoi. Donc ça, c'est normal. C'est juste l'aorte qui dépasse. Et là, vous voyez, le cœur, on ne le voit plus trop. Il est un peu mélangé au… Enfin, en gros, la condensation, le pus efface un peu le cœur. Et voilà, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Et la dernière, ça sera l'HGE. Et je vous ai dit, là, la pneumo, c'était assez rapide. Donc, on va passer à la dernière.